valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de On passe à l'action. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur et la fierté d'accueillir Yvan Michal, associé fondateur du fonds d'investissement Réflexion Capital. Merci beaucoup d'être venu et de venir, Yvan. Merci à toi, Fabien, pour l'invitation. Alors en plus, Yvan vient aujourd'hui sous un temps pluvieux, alors qu'il pensait en bon parisien que descendre dans le sud allait lui amener du soleil. Donc, eh bien, à défaut d'avoir du soleil dehors, nous allons lui donner du soleil dans cette émission. Encore merci à vous d'ailleurs de nous écouter avec autant d'intensité et autant de fidélité. Nous sommes très heureux de voir cela. Alors aujourd'hui, c'est une émission comme d'habitude, dans le prolongement de ce qu'on s'est dit, et on va parler et animer cette émission autour du thème qui nous intéresse le plus, qui est le thème de la gestion de votre portefeuille. Comme vous le savez, votre serviteur cherche à construire avec vous le portefeuille le plus adapté possible autour de 4 grands axes qui sont le cash que vous devez conserver, les obligations que vous allez également avoir, l'or qui est une composante intéressante, et puis évidemment les actions. Et l'idée, c'est de construire un portefeuille qui va pouvoir se répondre avec ces différentes et ces 4 cadrans de manière à chercher la meilleure des rentabilités possibles. Et comme vous l'avez compris, dans ce cadran, nous avons notamment la partie actions avec 2 axes possibles, les actions cotées et les actions non cotées. Et donc, il s'avère que Yvan est un partenaire et une référence sur le domaine des actions non cotées. Et donc, j'ai souhaité qu'il intervienne, et il a répondu positivement à ma demande, pour nous parler un petit peu de ce thème-là. Alors, Yvan, encore une fois, merci d'être venu. Mais comment tu sens et tu perçois aujourd'hui le marché du non coté aujourd'hui, puisque nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent ont ou réfléchissent à un moment donné à avoir une partie de leurs actifs et de leur portefeuille en actifs non cotés. Comment tu perçois un petit peu le marché du non coté aujourd'hui ? Le marché du non coté est un marché qui reste très dynamique, sur tous les segments, de la small cap, donc les petites entreprises, au large cap, qui sont des entreprises de taille plus significative et plus comparables à ce qu'on peut voir dans le monde du coté. Le marché reste dynamique, et si on regarde sur les 15 dernières années la performance moyenne annualisée du capital investissement français, on est à plus de 13% de taux de rendement interne. Et ça, net de tout frais. Alors évidemment, avant fiscalité, on va reparler de fiscalité plus tard si tu le souhaites, Fabien. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans le private equity, c'est que quand on investit dans un fonds d'investissement, on met pas tout son argent immédiatement sur un actif. L'argent est investi progressivement. Ça répond à ta contrainte dont tu parlais tout à l'heure sur le fait de garder du cash. Bien sûr. L'argent est déployé progressivement sur des actifs différents, ce qui permet évidemment de diversifier le patrimoine, et surtout dans le temps. Et donc ça permet de lisser les effets conjoncturels, qui sont des effets qui peuvent être très négatifs. On peut penser qu'on est en bas de cycle et vouloir absolument investir. Tout le monde a envie, que ce soit dans le côté ou dans le non-côté, d'investir quand c'est pas cher et de revendre quand c'est le plus cher. C'est évidemment extrêmement difficile à faire. Et c'est une réponse du private equity, c'est de lisser dans la durée, ce qui permet d'éviter ces effets de bord qui peuvent être assez destructeurs de valeur. Alors, tous nos auditrices et auditeurs sont des professionnels des actions cotées, après m'avoir écouté modestement depuis quelques mois et quelques années, un peu moins sur la question du private equity. Alors, peut-être juste le private equity, donc on va aller sur une classe d'actifs, c'est-à-dire qu'on va investir dans des petites et moyennes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire. Quelles sont un peu les caractéristiques d'un investissement en private equity qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché ? Alors il y a différents types de private equity, c'est un terme qui englobe beaucoup de choses, même titre que parler du marché action, on peut investir sur des très grosses capitalisations pétrolières comme sur des petites capitalisations dans le secteur de la santé, donc c'est des choses qui sont très très différentes. Donc on va de ce qu'on appelle l'early stage, c'est-à-dire l'investissement dans des entreprises en démarrage, ça s'appelle le capital risque, en passant par le growth equity, qui est l'investissement sur des sociétés qui sont en croissance, en forte croissance, et ensuite on passe dans des catégories qui sont, on appelle les catégories du LBO, donc de l'achat avec effet de levier sur des sociétés.
qui peuvent être minoritaires ou majoritaires. Donc il y a plein de catégories dans le private equity. Le sous-jacent, c'est toujours la même chose, c'est une entreprise. Et ce qui est important, c'est qu'elle génère de la croissance pour qu'on puisse avoir un profit à la fin. On rentre à un certain prix, on ressort à un autre prix et il faut que pendant ce temps-là, la boîte évidemment est grossie. Et c'est quand même un peu mieux si elle gagne de l'argent. Ouais, exactement. Et donc, ce qui est très intéressant aussi, c'est pour ça qu'on ouvre ce sujet-là aujourd'hui, c'est tu parlais en plus en moyenne, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui font moins bien, des gens qui font mieux. On va y revenir. On parle quand même d'une classe d'actifs qui a une rentabilité qui est assez intéressante, puisque 13% net de frais par an, c'est plutôt quelque chose d'assez intéressant. Là où, et c'est pour ça que j'ai voulu ouvrir la réflexion, la rentabilité moyenne du marché action coté, c'est la rentabilité en fait du capitalisme. Sur un horizon long terme, on va être aux alentours de 7% par an. Évidemment, comme toujours, vous avez un peu plus élevé, un peu moins élevé. Alors, forcément, pour nos investisseurs qui nous écoutent, selon toi et d'après ton expérience, quels sont les facteurs clés de succès qui vont permettre finalement à un fonds de private equity, donc un fonds qui est investi dans des PME, des ETI, de faire beaucoup plus que 13 ou au contraire de faire un peu moins que 13 pour guider un peu nos interlocuteurs, pas nos auditrices et auditeurs, pardon. C'est une excellente question, Fabien, et elle est d'autant plus excellente que quand on regarde, on parlait tout à l'heure de performance moyenne, il y a dans le private equity des fonds qui rendent pas plus que l'argent qu'ils ont collecté, et il y en a qui font plus de 30% de rendement annuel. Donc il y a un écart type qui est très fort en termes de performance dans ce secteur, et qu'on voit effectivement un peu moins dans le côté où l'approche de construction de portefeuille peut permettre d'être un peu meilleur ou un peu moins bon, mais moins d'écart type. Donc évidemment, c'est pour ça, c'est une excellente question. Comme dans l'immobilier, la plus-value, elle se fait à l'entrée. Donc c'est important de bien acheter. Pour bien acheter, il faut pouvoir avoir le choix. C'est important. Donc, la capacité à générer des opportunités d'investissement quand on gère un fonds d'investissement est hyper importante. En général, le taux de sélectivité, on investit dans à peu près 1% des dossiers qu'on reçoit. C'est les statistiques de marché. Donc, il faut être très sélectif. Il vaut mieux être sur un marché où tout le monde n'est pas. Ça permet de tirer plutôt les prix vers le bas à l'entrée. Et quand on sort, les boîtes ont progressé, elles sont plus grosses. Et là, il y a plus de gens qui s'intéressent et ça permet évidemment d'avoir un prix qui est plus élevé à la sortie. Donc c'est très important cette notion de prix d'entrée, de prix de sortie. Alors après, qu'est-ce qui fait que la valorisation de la société augmente? C'est évidemment sa croissance. Donc sa croissance, elle est portée par une équipe entrepreneuriale. Donc il faut avoir des entrepreneurs de qualité qui connaissent leur marché et qui ont la capacité de la faire naviguer dans des périodes fastes et dans des périodes plus troubles, parce que la vie d'une entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. On pourra en parler. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ok, non, très clair. Alors alors c'est un peu comme la recette ou la formule du Coca-Cola. Et évidemment, il y a toujours des secrets qui sont gardés. Mais imaginons que demain, moi, je sois un chef d'entreprise qui a envie d'accélérer mon développement. Parce que je sens que, par exemple, sur le marché des télécoms, j'ai besoin de me muscler pour faire face, entre autres, à Cohesio. On n'est pas là pour faire de la pub pour les uns et les autres, mais c'est une actualité de la région. Et que j'ai envie d'ouvrir mon capital à un fonds d'investissement et à un professionnel. Quels sont les critères que toi, tu vas regarder, si on est un peu plus précis, par exemple, sur la comptabilité ou même sur la technologie? Qu'est-ce que tu vas regarder qui va faire qu'à un instant T, je te parle de choses formelles, parce qu'évidemment, il y a évidemment l'informel, comment tu sens le dirigeant, comment tu sens son équipe, comme tu l'as très bien sous-entendu, mais quels sont les critères où tu vas dire, tiens, ça, c'est un red flag, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va faire que je n'irai pas dans l'entreprise, ou au contraire, ça, c'est vraiment un go, parce que cette courbe d'évolution des résultats, ou ces profits m'intéressent beaucoup, la manière dont ils sont faits. Quels sont un peu les éléments formels qui vont te permettre, sans évidemment tout révéler à l'antenne, puisque même si on souhaite le meilleur à tous nos auditrices et auditeurs de Radio Grand Lac, on veut aussi qu'ils continuent à nous écouter, donc on peut pas tout donner d'un seul coup. Alors sur ta question, pour répondre de la manière la plus claire possible, tout dépend de la stratégie d'investissement de chacun. Nous, on a une stratégie d'investissement qui est la nôtre chez Réflexion Capital. On investit dans des sociétés qui ont une composante technologique.
C'est extrêmement important pour nous dans le contexte actuel. La technologie et le digital sont partout. Mais ce qui est important pour nous, c'est de voir la technologie et le digital non pas comme une fin en soi, mais comme une manière d'aller créer de la valeur additionnelle sur un marché. Donc ça, c'est un premier élément qui pour nous est un élément clé. C'est est-ce qu'il y a de la technologie? Est-ce que cette technologie permet d'aller faire évoluer un marché plus rapidement, de grossir plus vite, d'avoir des meilleurs niveaux de marge ou pas? Sinon, la technologie, elle est là pour le folklore et elle n'apporte pas grand-chose. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, évidemment, c'est la croissance de l'entreprise. Nous, chez Réflexion Capital, on regarde des sociétés qui font un minima 40% de croissance organique. Donc, c'est des croissances fortes. Quand tu dis croissance organique, excuse-moi, je te coupe, ça va être quoi? Ça va être une croissance au niveau du chiffre d'affaires, de l'excédent brut d'exploitation? Qu'est-ce que Alors là, je parle de la croissance du chiffre d'affaires, et quand je parle de croissance organique, je parle hors croissance externe, c'est-à-dire hors acquisition, qui est un deuxième levier. Donc, pour faire croître une entreprise, on peut faire croître son chiffre d'affaires de manière organique en allant se développer sur des nouveaux marchés, en lançant des nouveaux produits, en allant acquérir des nouveaux clients. Et puis, on peut aussi aller acheter un concurrent, acheter une brique technologique complémentaire qui va permettre de rajouter du chiffre d'affaires à l'entreprise. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément qui est clé pour nous, c'est la notion de rentabilité. Donc, on est très axé sur l'efficience capitalistique. On a été dans un monde pendant quelques années où l'argent était gratuit. L'argent ne l'est plus. Donc, quand on investit de l'argent, il faut derrière qu'il y ait une création de valeur qui soit à la hauteur. Et donc, la capacité d'une entreprise et de la personne qui la dirige à générer à la fois un taux de croissance élevé et un niveau de rentabilité suffisant sont pour nous des critères majeurs dans la décision d'accompagner ou pas une société. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans ce que tu vas dire. Donc, moi, je relève 3 points et j'attire vraiment l'attention des auditrices et auditeurs sur ces points-là. La première, c'est la question d'investir dans des sociétés, et j'ai presque envie de dire quelle que soit la taille, mais là, en l'occurrence, on est en train de parler de sociétés de mon côté et de sociétés PME, ETI qui ont une composante technologique, c'est très important. Vous savez que votre serviteur, quand il constitue un portefeuille ou quand il vous conseille, la clé de tout ça, c'est d'être capable d'avoir des actifs dits fragiles et des actifs dits antifragiles. Les actifs fragiles, c'est ceux qui vont très bien se comporter quand il n'y a pas de crise économique, quand il y a de la croissance économique, quand tout va bien. Et les actifs antifragiles, c'est ceux qui vont réagir au contraire positivement quand il y a un stress. Si demain, les prix augmentent, si demain il y a de l'inflation, si demain il y avait une catastrophe climatique, ces actifs-là vont réagir de manière positive. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que lorsqu'on investit dans une société qui a une composante technologique qui rend service, si je paraphrase ce que tu dis, eh bien en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va être pile dans ce qu'on appelle l'antifragilité. C'est ce qui va nous permettre à un instant T, d'une certaine manière, de protéger notre portefeuille. Et c'est ce que détaillait un de nos auteurs préférés, que j'ai mentionné plus d'une fois ici, qui est Peter Schumpeter, économiste autrichien, qui est le premier à mis en avant ce qu'on appelait la création destructrice, où il nous disait que ce qui est important, c'est d'être capable d'investir dans les sociétés qui, à un moment donné, vont mettre en place une technologie qui va révolutionner un petit peu, après plus ou moins fortement, leur marché pour aller créer de la valeur. Donc, ce que dit Yvan, et évidemment vous l'avez bien compris, il n'est pas là par hasard, c'est que une des clés, c'est d'investir dans les technologies, certes pour aller chercher une très grosse rentabilité, mais c'est aussi un angle à avoir dans la gestion de votre portefeuille au sens large, la notion d'antifragilité. Alors c'est le premier point que je retiens de ce que tu viens de nous dire. Le deuxième point qui est très important et que je voudrais souligner et sur lequel on va peut-être un peu échanger encore, c'est la question de l'efficience capitalistique. Alors est-ce que tu peux juste peut-être mettre une petite explication? Alors on comprend ce que ça veut dire, mais si on devait peut-être pour tous nos auditrices et auditeurs, on a la chance d'avoir des chefs d'entreprise, mais aussi des gens qui sont pas forcément dans le secteur d'activité. Donc, comment tu pourrais le définir autrement qu'avec 2 mots, efficience capitalistique? L'efficience capitalistique, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire avec 1 euro. Il y a des gens qui, avec 1 euro de capital ou de dette, peu importe, vont faire 1 euro de chiffre d'affaires. Il y a des gens qui, avec 1 euro, vont faire 2 euros de chiffre d'affaires. Et puis, il y en a qui vont en faire 10. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et que nous, on regarde particulièrement puisqu'on cherche à financer essentiellement des sociétés qui n'ont pas ou peu levé de capitaux externes avant notre arrivée. Et donc, ont démontré une capacité à atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires, de croissance et de rentabilité avec peu de moyens. S'ils ont réussi à faire ça avec peu de moyens, avec
l'argent frais que on apporte ou que pourra apporter certains de nos confrères, on a la conviction qu'ils vont pouvoir faire beaucoup plus. Alors, et c'est pour ça que cette notion d'efficience capitalistique, elle est forte. Par ailleurs, le capital coûte à son propre coût, au même titre que la dette. Le capital est plutôt plus cher que la dette. Donc pour l'entrepreneur en lui-même, le chef d'entreprise qui va décider d'ouvrir son capital, il faut pas le faire avec n'importe qui, il faut pas le faire pour n'importe quoi. Et il faut pas non plus le faire trop tôt. Il faut avoir prouvé que quand on met 1 euro, on est capable d'en sortir plutôt 2, 3 ou 10, que quand on investit 1 euro, on est capable d'en sortir 1. Moi, c'est évidemment quelque chose qui me parle beaucoup, à la fois en tant qu'investisseur, en tant que passionné d'économie, en tant qu'allocataire d'actifs. Et je trouve que c'est très drôle parce que pendant que tu parlais, j'étais en train de me faire une petite blague en me disant que je suis pas sûr qu'Yvan Michal, il aurait investi dans l'État français du coup. Parce qu'avec quelques euros, la chose qu'on a aujourd'hui, c'est plusieurs milliers de milliards de dettes et un déficit public qui officiellement atteint aujourd'hui 6,6% du PIB. PIB qui en plus est calculé en intégrant le PIB du service public. Et comme on le sait, même si on adore nos fonctionnaires et nos enseignants, et on en a beaucoup besoin, la preuve, votre serviteur l'est également, ce n'est pas ça qui produit de la richesse au sens économique du terme. Bref, on pourrait en revenir. Donc c'est très intéressant parce que cette notion d'allocation d'actifs, cette notion d'allocation du capital, de regarder l'efficience d'une société, elle a d'autant plus son sens puisque pour ceux qui ont eu la chance de lire et ceux qui ne l'ont pas eu, je vous invite à le faire, le magnifique journal de RD Imo, Les Murmures du Lac, vous avez pu, parmi les autres pages des partenaires, lire un article sur l'inflation. Dans un scénario où il y aurait de l'inflation, on finirait à un moment donné, toujours, par une augmentation des taux de crédit. C'est Margaret Thatcher en 1977 qui, après le passage du FMI auprès de la reine d'Angleterre, monte ses taux à 25%. C'est Paul Volcker qui monte ses taux en 1978 à 18%. Et à ce moment-là, c'est sûr que si vous êtes un dirigeant d'entreprise, si vous êtes une société qui avait eu l'habitude de créer de la valeur avec pas grand-chose, vous avez pris des bonnes habitudes. Par contre, si vous avez toujours vécu sous subvention, c'est beaucoup plus compliqué. Alors on va continuer cette discussion avec Yvan Michal dans les prochaines minutes, mais avant on va s'écouter une petite page de musique et on reviendra sur le rôle du private equity, petit a dans la construction d'un portefeuille et surtout dans le contexte économique actuel. On vous dit, avec Yvan, à tout à l'heure. À tout à l'heure. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Allez, de retour sur Radio Grand Lac avec Yvan Michal, associé fondateur du fonds d'investissement Réflexion Capital qui nous vient directement de Paris, qui vient visiter la beauté et la chaleur de nos locaux à Aix-les-Bains. Et en même temps, comment refuser ou comment dire non au sourire de Jean-Pierre Germain qui, comme d'habitude, nous gère la machine avec grâce et volupté. Yvan, on a parlé un petit peu d'efficience capitalistique avant de raccrocher, de prendre une pause. Comment tu pourrais nous résumer ça en quelques mots, en quelques phrases par rapport à la thématique de ton fonds ? Écoute, merci de remettre ce sujet sur la table parce que c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. L'efficience capitalistique, finalement, c'est du bon sens. Et ce qu'on a pu voir ces dernières années avec l'argent facile, l'argent gratuit et beaucoup de fonds qui ont levé beaucoup d'argent, qui ont investi dans des entreprises qui avaient parfois des super idées sur un bout de papier, sur un slide PowerPoint, ont un peu oublié cette gestion de bon père de famille. Et pour nous, c'est important de penser, de dire que même dans la technologie, on peut combiner le fait de faire de la croissance et d'être efficient capitalistiquement, c'est-à-dire que l'argent investi, que l'argent qui génère du chiffre d'affaires génère aussi de la rentabilité, du résultat d'exploitation, etc. Parce que finalement, quand on revend les boîtes à la sortie, qu'est-ce qu'un acheteur regarde ? Il regarde combien est-ce que la boîte gagne d'argent. Et il regarde pas nécessairement combien est-ce que la boîte fait de chiffre d'affaires. Donc c'est très important et c'est d'autant plus important que nous, en tant que fonds d'investissement, on gère de l'argent pour compte de tiers. Donc évidemment, on investit nous-mêmes dans nos propres fonds. C'est une règle qu'on s'impose et ça permet d'aligner les intérêts. Et c'est très important pour nous. Mais on gère surtout l'argent des autres. Et cet argent, on veut qu'il soit bien géré. Et donc on fait attention.
Et donc c'est bien. Donc vous avez compris que Yvan a des bons coins à champignons et que évidemment en plus de les montrer à ses clients, il en profite lui-même. C'est assez logique. Alors Yvan, ton fonds Réflexion Capital, c'est un fonds qui investit et on en est très heureux majoritairement, voire quasi exclusivement dans des sociétés françaises. Alors on va partir d'une statistique parce que ça doit pas être quelque chose de facile. On sait qu'aujourd'hui en France, on a des pépites. On a vraiment du talent. Le français a du talent. Il faut le souligner. Mais il y en a peu des dirigeants d'entreprise aujourd'hui en France, pas dans l'absolu, mais en comparatif. Je vais vous donner un chiffre qui est important et puis on va rebondir et réagir là-dessus, Yvan, si tu le veux bien. Quand on regarde la composition du PIB français, on sait qu'aujourd'hui, on a 35% de ce PIB qui vient du secteur privé, c'est-à-dire des sociétés et des entreprises, et 65% qui vient du service public. Eh bien, roulement de tambour, si vous regardez l'Allemagne, si vous regardez la Suisse, eh bien, les proportions sont inversées. C'est-à-dire que vous avez 60-65% du PIB qui est composé du service privé et le reste du service public. Alors, Yvan, dans ce foin, puisque si on prend une comparaison, dans ce foin, tu dois trouver des aiguilles. Il y en a peu. Comment tu fais pour détecter les bonnes pépites françaises ? Comment tu fais pour détecter ces sociétés qui finalement sont ensevelies dans ce foin et dans la paille ? Alors, plusieurs réponses à ça, Fabien, et peut-être une petite aparté sur le sujet de l'Allemagne, qui tu l'as peut-être vu a annoncer une croissance revue à la baisse d'ailleurs, une décroissance même pour le PIB cette année. Donc ils vont faire moins bien que nous pour une fois. Donc voilà. Donc on peut pas toujours les prendre en exemple pour tout. Ils partaient d'un peu plus haut que nous quand même. Faut le reconnaître. Mais j'apprécie ton côté patriote et je le souligne. C'est important et c'est d'ailleurs pour ça que tu es là. Et je te redonne la parole avec plaisir. Et pour continuer à être patriote, je pense que effectivement on a un retard par rapport à des pays comme l'Allemagne sur l'entrepreneuriat, sur le tissu d'entreprises privées en France. Néanmoins, et si on peut reconnaître quelque chose à notre cher président de la République, c'est qu'il a fait beaucoup pour l'entrepreneuriat en France et que ces dernières années ont vu la création de beaucoup d'entreprises, notamment par des jeunes sortis d'école. Moi-même, je suis sorti d'école de commerce en 2007. À l'époque, on faisait une école de commerce, on travaillait dans la finance, on travaillait dans la banque, on travaillait dans le conseil, on travaillait dans le marketing. Et en fait, on était assez peu nombreux à monter des sociétés. Aujourd'hui, quand on regarde, alors j'ai pas les statistiques précises, mais je pense qu'il y a au moins entre 20 et 30% des étudiants d'HEC, pour ne citer que cette grande école de région parisienne, qui créent des sociétés à la sortie de l'école. Plus tous ceux qui les rejoignent après avoir eu un premier job. Donc on a vraiment un tissu, en tout cas, sur des sociétés jeunes. Et nous, c'est à ça qu'on s'intéresse, puisqu'on est sur des sociétés innovantes qui ont été créées il y a en général moins de 5-6 ans. On a un tissu qui est très profond. Et donc, faire une sélection quand on a beaucoup de boîtes, ça demande beaucoup de boulot, mais c'est plus facile que de le faire quand il y en a peu. Et je le disais tout à l'heure, la règle de notre métier, c'est d'investir à peu près dans 1% des dossiers qu'on voit. Nous, on regarde à peu près 5 à 600 dossiers par an pour investir dans 3 à 4 sociétés. Voilà. Oui, donc ça fait effectivement des grosses métriques, c'est un petit peu de perdition. Tu dois en soulever du foin. Exactement, on voit beaucoup de monde. Alors c'est important de rencontrer évidemment les entrepreneurs, parce que les entrepreneurs c'est la clé. Et puis c'est important d'avoir une grille de lecture à laquelle on se tient. Et la nôtre, je l'ai évoqué tout à l'heure et je pourrais l'évoquer à la fin si tu le souhaites davantage, Fabien. Et donc voilà. Et donc c'est important de choisir des entreprises qui, dans une période comme la période actuelle, apportent véritablement de la valeur sur leur marché, ont une capacité aussi à défendre leur prix. Je sais que le sujet de l'inflation est un sujet qui t'intéresse, et quand on est sur des sujets inflationnistes, c'est important de pouvoir répercuter ces prix sur ses propres consommateurs, et c'est quelque chose qu'on regarde de manière évidemment très très attentive. Alors c'est vrai que cette grille de lecture, elle est évidemment très pertinente, elle est légitime et je partage ta compréhension du monde économique. Pour rebondir sur ton point sur l'Allemagne, ce qu'il faut bien évidemment que nos auditrices et auditeurs comprennent en lien avec ce que tu viens de dire, c'est que l'Allemagne avait deux principaux industries qui fonctionnaient et qui fonctionnent et qui tirent derrière tout un écosystème de PME et de TI
qui était l'automobile et la chimie. Et bien évidemment, aujourd'hui, l'automobile prend de front deux choses. Un yen très faible qui amène Toyota à prendre des parts de marché aux Allemands. Donc le yen, la devise japonaise. Et face à ça, BYD, la société chinoise automobile, qui a une technologie hybride et électrique de très bonne facture. Donc on a ce sujet-là face aux Allemands et on a également l'industrie chimique qui, de plein fouet, prend l'augmentation du prix de l'énergie, ou en tout cas les sanctions et le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc ces Allemands, il faut quand même avoir en tête, et ça c'est un point important, que jusqu'ici, une grosse partie de l'épargne allemande, mais également des fonds allemands, venait soutenir les économies européennes, françaises, espagnoles et italiennes. Et donc pour rebondir sur ce qu'avait dit Yvan sur l'efficience capitalistique, dans un scénario possible, il y aura moins d'investissement de la part des Allemands chez nous en France, il y aurait une augmentation des taux de crédit. Et donc là, il faut choisir effectivement des boîtes qui ont l'habitude de faire des miracles avec pas grand-chose, ou en tout cas de l'argent avec pas grand-chose. Et j'aimerais qu'on revienne sur une société, notamment, de ton portefeuille, qui sait faire des choses très sympas avec pas grand-chose. Est-ce que tu pourrais nous donner et nous parler de cette société-là ? Je vais te laisser évidemment le privilège de citer son nom, son business plan, parce que je trouve que c'est très intéressant à la lumière de tout ce qu'on vient de se dire d'un point de vue macroéconomique. Alors on en a beaucoup, j'ai un peu l'embarras du choix puisqu'on a que des sociétés qui sont efficientes capitalistiquement. Mais pour te donner, Fabien, un exemple effectivement d'une société dans laquelle on a investi il y a un peu plus de 2 ans et qui illustre assez bien à la fois notre thèse d'investissement et la trajectoire qu'on souhaite donner aux sociétés qu'on accompagne. J'ai eu la chance de pouvoir investir dans une société qui s'appelle Homeland il y a de ça maintenant 2 ans et demi. Une société qui est sur un marché qui est un marché très profond, marché que tout le monde connaît, en tout cas tous ceux qui sont propriétaires, c'est le marché des syndics de copropriété. C'est un marché qui est quand même pas super sexy. On est rarement très content de son syndic, hein, c'est un des vrais sujets sur ce marché. Et donc le syndic, lui, il est rarement content de son côté parce qu'il passe son temps à se faire gronder par ses clients. Qu'est-ce que la technologie peut apporter là-dedans ? La technologie, elle peut apporter de la fluidité dans les échanges avec les copropriétaires, à travers d'une plateforme extranet digitale qui permet de suivre l'avancée des chantiers, d'interagir avec le service client et de pouvoir suivre ses appels de charge et tout ce qu'on peut imaginer de la vie quotidienne. Ses revendications aussi. Exact, et ses revendications avec un service client qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce qui est assez innovant dans le secteur. Mais ce que permet aussi la technologie de faire, c'est de créer une plateforme, qui est une plateforme ce qu'on appelle back-office, qui permet d'automatiser toutes les tâches à faible valeur ajoutée et sans véritable intérêt, ni pour celui qui les fait dans une entreprise de syndic, ni pour le copropriétaire qui est le client final. Et finalement, quel est l'effet de tout ça ? C'est de pouvoir avoir un gestionnaire de copropriété qui passe plus de temps auprès de ses copropriétaires que dans son bureau à faire des choses inintéressantes, d'avoir par conséquent une meilleure satisfaction client et évidemment de faire tout ça avec un niveau de rentabilité sur un immeuble donné qui est beaucoup plus élevé puisque la technologie permet d'automatiser plein de choses. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on arrive à faire ça sur un marché qui est un marché profond et fragmenté comme le marché du syndic, qu'on a réussi de le démontrer sur quelques millions d'euros avec quelques milliers de lots gérés, on peut aller racheter des compétiteurs qui, eux, n'ont pas fait cet effort de se digitaliser, de créer leur propre plateforme technologique. Et donc, on va racheter des gens qui sont pas digitaux, qui finalement génèrent assez peu de rentabilité, et en les basculant chez nous, de manière quasi immédiate, alors évidemment, une intégration prend toujours quelques mois, mais disons au bout de 3 à 6 mois, des gens qui gagnaient 10 quand ils étaient tout seuls chez eux, avec nous, ils vont aller générer 40 de résultats d'exploitation. Et voilà, et ça, c'est des modèles qu'on apprécie particulièrement. C'est la technologie au service des clients et aussi au service de la création de valeur sur un marché. Oui, c'est vraiment le sens d'un investissement et d'une entreprise, c'est de rendre service effectivement à des usagers et c'est un très très bon exemple de ce qu'on vient de se dire. Alors, Yvan, l'émission approche de sa fin et bien tu nous as parlé un peu de ta vision du marché, tu nous as parlé de la manière dont tu investissais, mais on me dit dans l'oreillette que nos auditrices et auditeurs aimeraient bien savoir qui est Réflexion Capital et quel est ce fonds parisien
qui vient prendre le train à 6h du matin pour venir faire une émission à Radio Grand Lac à Aix-les-Bains. Alors, 6h46. 6h46, bon. Alors, c'est mon petit côté marseillais, donc je suis grenoblois, ascendant marseillais. C'est pour ça qu'on force un petit peu le trait. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Réflexion Capital? Où c'est qu'on peut te trouver, ce que tu proposes et aujourd'hui, quelles est un peu les grandes caractéristiques de Réflexion Capital? Écoute, merci de me donner l'occasion de nous présenter. Donc, Réflexion Capital, c'est un fonds d'investissement que j'ai lancé avec mon associé Nicolas Meunier. On a aujourd'hui une équipe de 4 personnes qui est basée à Paris et qui investit dans toute la France et on l'espère bientôt dans d'autres pays européens, puisqu'on a la chance aujourd'hui d'être sollicité par des entrepreneurs qui sont notamment en Allemagne, en Europe du Nord, dans des pays qui sont des pays intéressants. Et donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement chez Réflexion Capital? On gère l'argent de nos souscripteurs, qui sont essentiellement des entrepreneurs, hein. C'est de l'argent privé, donc des gens qui ont créé leur entreprise, certains qui l'ont revendu en partie, en totalité, qui ont décidé de remettre une partie de cet argent-là au travail, et puis d'autres qui sont toujours à la tête de leur entreprise, qui ont la chance d'avoir une entreprise qui fonctionne, qui leur permet de se verser des dividendes, et qui décident de réinvestir une partie de ce dividende dans la technologie, dans l'innovation et au service des entreprises de leur pays. Une fois qu'on a dit ça, quelle est notre stratégie d'investissement? Donc je pense que vous l'avez compris, on investit dans des sociétés technologiques qui ont démontré leur efficience capitalistique et c'est vraiment quelque chose qui est novateur sur le marché, puisque les gens qui historiquement investissent dans l'innovation sont souvent des fonds de capital risque qui ont tendance à regarder uniquement la notion de croissance et assez peu regarder la notion de rentabilité, ce qui crée des portefeuilles finalement assez risqués, hein, où on investit dans une dizaine de boîtes et puis il y en a une qui fonctionne sur les 10. Alors quand elle fonctionne très bien, ça permet de rattraper toutes les autres, mais c'est pas toujours le cas. Nous, on a un portefeuille qui est beaucoup plus équilibré, avec des sociétés qui sont toutes en croissance, qui sont toutes rentables, qui apportent toutes quelque chose de significatif grâce à la technologie sur leur marché, et donc qui, on l'espère, génèreront toutes des sorties significativement positives pour nos investisseurs. Et là aussi, je le redis, les intérêts sont alignés puisqu'on est nous-mêmes des souscripteurs significatifs de notre propre fonds. Et tu aimes également les champignons, comme on vient de le dire avec les fonds de champignons. Alors, peut-être juste combien de salariés un petit peu dans Réflexion Capital, où c'est qu'on peut vous trouver quelques éléments peut-être un peu informels qui ont moins à voir avec la rentabilité et l'efficience capitalistique, mais... Non, on a une équipe de 4 personnes basée à Paris, dans le 8e arrondissement, à côté à peu près de tous les autres fonds d'investissement, même si on essaye de ne pas leur ressembler. Voilà, on a nos spécificités à nous. Voilà, parfait. C'était le 8e arrondissement, 4 salariés. En tout cas, ce qui est certain, c'est que même si cette émission, je vous le rappelle, n'est pas un appel à l'épargne, n'est pas un conseil en investissement, cela ne nous empêche pas de réfléchir ensemble à la meilleure manière de constituer un portefeuille cohérent dans lequel plusieurs classes d'actifs vont se répondre et dans laquelle on a réfléchi ensemble sur l'intérêt, l'importance et la pertinence d'intégrer du private equity. On remercie encore une fois Yvan Michel de Réflexion de Capital d'être venu partager sa vision du marché, mais également ses convictions, très très important pour animer le débat et la réflexion avec nos auditrices et auditeurs. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de On passe à l'action sur Radio Grand Lac. À très vite, au revoir. Radio Grand Lac, votre radio.